pas comment il s'appelle, Yaakov Kerben, qui m'a mis en contact avec vous. Ouais. C'est où qui distribue les pays? C'est là. Ah, d'accord, c'est Bon, en général, moi je fais des madriches, je fais madrich hatanim, mais pas essentiellement. Bicard, je suis avec Radolfus, on fait des chimouches de rabbanim. Mais bon, il m'a dit quand même donc dans le lien des chélotes comme ça pour un petit peu, voilà, il m'a dit de rentrer là-dedans pour vous essayer de vous former, on m'a dit peut-être former aussi, peut-être pour plus tard, mais déjà connaître, c'est un peu, après plus approfondir, former en tant que madrich, voilà, un vrai madrich, confirmé. Donc on va essayer déjà de faire, j'ai pris sa base, alors moi j'enseignais des fois un petit peu différent de sa base, mais voilà, je reste dans sa base parce que si vous êtes censé faire madrich après, vous serez interrogé sur la base donc le support que je vous ai donné, c'est ça essentiellement qui l'interroge, et plus que ça, c'est que lui, il considère, donc avec toute son expérience qu'il a, que ce qu'on a enseigné nous à l'époque, moi ça fait longtemps que j'enseignais le Madrich Hatanim, j'enseignais ce que j'ai appris en Eretz Israël, beaucoup et tout, j'enseignais un peu plus de choses que ce qui est écrit dans ce support. Et lui, donc, il considère qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Premièrement, le Khatan, d'abord, il ne va pas tout entendre ce que tu dis, ça ne sert à rien. Et il y a des choses qui peuvent embrouiller, qui ne sont pas toujours très de l'actualité en ce moment, au niveau halakha aussi. C'est dommage de les enseigner, de perdre du temps à écouter ça pour un Khatan. Mais ce qu'il faut savoir, si vous allez Bezrat Hashem devenir madrich, c'est que le Khatan, quand il va entendre vos cours, il faut lui dire que ça, c'est pas tout. Ça veut dire que ça, c'est une partie, il y a ce qu'il faut, mais on peut aller plus loin, il y aura des shélotes qui sont là, qui vont survenir en plein dans toute sa période de Khatan. Il n'y aura pas les réponses dans son support. C'est-à-dire le support, c'est juste pour lui donner les bases, Bezrat Hashem, pour qu'il puisse après connaître au moins la base pour toutes les shélotes, et comment faire au moins le début. Mais il y aura sûrement des shélotes qui ne sont pas écrites ici. Donc c'est pas un recueil de halakha, ça veut dire qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour dire voilà toutes les shélotes, il faut poser les shélotes au rabbanim. Nous on va lui enseigner, si on est madrich, on va lui enseigner voilà, ce qu'il a besoin de connaître. Ce qu'il a besoin de connaître, ce qu'il a besoin d'entendre. Et pour commencer, voilà, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, voilà. Donc ce qu'on va apprendre maintenant, peut-être ceux qui ont fait le Chod Nida vont voir qu'il y a des choses qu'on ne va pas parler. Vous allez dire, mais on a fait plein de choses, beaucoup plus de choses que ce qui est écrit ici, et on n'en parle pas. Et bien en fait oui, parce qu'on n'enseigne pas tout comme je vous ai dit, parce que le but de ça qui est plus, donc c'est vrai, réviser et peut-être, voilà aussi donner, donc pour vous c'est une révision, ça pourra vous donner aussi la possibilité d'enseigner au Khatanim. La deuxième chose qui est importante aussi d'entendre, c'est que moi on va faire des résumés, on va parler ensemble, on va expliquer ce qui est écrit ici. Après, on va faire des résumés ensemble, poser des questions pour savoir ce que vous connaissez. Comme ça, c'est le meilleur moyen de... Parce que même ceux qui écoutent, qui veulent devenir madrich, aussi quand ils écoutent, ils n'entendent pas tout ce qu'on dit. C'est comme ça, quand on était toujours comme ça. Quand on entend, selon Rav Dreyfus, on n'entend que 30% de ce que la personne parle. Mais bon, j'espère que ça sera un peu plus, avec des supports, c'est un peu plus... Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Bezrat Hashem, voilà, c'est Kalakavot, Chazak, Baruch Hashem, de vous êtes investi. Alors, je sais qu'il y en a qui ont fait qui ont déjà fait la halachot. Pour eux, il y a des choses pshoutines. Mais c'est beaucoup des choses, les maasé, dans les cas actuels, souvent, et ça, on ne l'étudie pas dans le Shulchan Aruch. Ça aussi qu'il faut savoir. Que Shulchan Aruch, c'est pas suffisant pour après être madrich toujours. Ni toujours les résumés qui sont donnés. Alors, surtout si quelqu'un il apprend que des résumés, c'est sûr qu'il ne peut pas connaître tout. C'est pour ça qu'il faut apprendre d'arabe, qui fait donc des formations de Chod Nida, pour après pouvoir transmettre au Khatanim, ou transmettre à des gens aussi qui vont transmettre à Khatanim. Parce qu'à ce moment-là, dans le cadre du Rav, il va expliquer les choses qui sont actuelles, et pas seulement des choses qui sont des fois abstraites dans la halakha, c'est des choses qui sont plus existantes aujourd'hui, ou qui sont très rares. Voilà. Donc c'est sûr qu'après, il faut connaître la halakha. C'est bien chacun, ceux qui ont fait déjà Baruch Hashem, ceux qui n'ont pas fait, c'est bien de connaître plus profondeur, d'aller dans le Shulchan Aruch, d'aller dans tous les dossiers Kelim et tout. Mais déjà ça c'est une base. Et voilà, donc ça c'est une base. Donc Beikar, c'est pour ceux qui ont appris, ça va beaucoup aider. Donc je vous ai vu que, alors je ne ferai pas une heure, je ne sais pas comment on a dit, combien de temps de shiur. Le temps qu'on fasse ce shiur, ça peut prendre une heure et quart, comme ça on verra le temps que ça prend. Voilà. Alors vous avez vu qu'il y a le plan du cours.
Comme ça, vous allez tranquille savoir combien il y a d'étapes. Donc, on va parler d'abord donc tous les cas qui rendent Nida. Il ne faut pas croire que Nida, les gens croient que Nida c'est que une chose. D'accord, les règles, c'est ça en général, j'ai dit ça c'est Nida. Ben, c'est pas ça. On va voir que les règles c'est une des choses qui rendent Nida, mais il y a beaucoup de choses qui rendent Nida. Donc après on va définir, d'abord on va définir ce qu'est Nida, c'est normal. Après on va parler donc toutes les causes de saignement, comme je vous ai dit. Alors dans les causes de saignement, donc voilà, à part les règles, il y en a plusieurs. Je vous donnerai après donc les cas. Après, dans cette partie, il y aura tout ce qu'on appelle, comment on va parler des causes de saignement qui sont les contraceptifs. D'accord? Alors, on parlera un peu, je vous donnerai quelques petites explications là-dessus, mais donc dans les contraceptifs, il y a beaucoup de problèmes de saignement à cause des contraceptifs. Énormément de problèmes de saignement à cause des contraceptifs. Donc, on va voir quels sont les meilleurs contraceptifs au cas où une femme elle prend les contraceptifs pour éviter tous ces problèmes. Parce que c'est dommage qu'une femme elle s'interdise à tort. D'accord, on essaye tout, nous, dans la halakha, de ne pas interdire les femmes et que les femmes elles puissent être le plus théora à leur mari. On ne veut pas de problème. On connaît tous l'enjeu. D'accord, on est dans du shalom, dans du karet, shalom, c'est chayav karet. Une femme elle est nida. Et on sait aussi très bien qu'une femme qui est nida, ça a un certain temps. Et si ça dépasse ce temps-là, le mari aussi, il n'est pas content. D'accord? Donc il faut aussi prendre tout ça en compte. Si on entraîne que le mari, shalom, après il est frustré, et ça peut entraîner des problèmes shlombaïd, et pire que ça, malheureusement, ça peut entraîner des fois des souris. Voilà, donc vaut mieux faire les meilleures choses pour pas, shalom, arriver à ça. C'est ça qu'on va parler un petit peu. Quels contraceptifs sont les meilleurs pour éviter les longueurs de saignement. On va parler après Bezrat Hashem, donc aussi les autres causes de saignement, c'est les consultations chez les médecins, qui peuvent être des causes de saignement. La maternité, donc l'accouchement, tout ce qui est lié à l'accouchement, ça peut être l'accouchement, ça peut être la fausse couche aussi. D'accord? Après, on va parler rapidement des cas exceptionnels. Bon, ça c'est des cas voilà, un peu rares. Après, en petit b, vous avez vu, il y a l'état de la femme quand survient le saignement. Donc on va expliquer quel est son état, à quelle période elle peut avoir ses saignements, quand c'est ce saignement. Et après on parlera du dam lui-même, les caractéristiques du sang, c'est-à-dire les couleurs, les quantités, et ça dépend où ça se trouve, combien d'endroits, les endroits où ça se trouve, donc selon ça les quantités elles changent. Voilà, ça c'est Bezrat Hashem, donc vous avez le cours. Donc déjà, on va commencer par la chose qui rend Nida, on sait tous que voilà, tout écoulement qui a du sang, c'est Nida. Il faut savoir que Nida, c'est pas parce que c'est les règles, voilà, on a l'habitude de dire les règles. Non, n'importe quelle cause, d'accord, où il y a du sang, ou même la femme elle est dans n'importe quelle période, voilà, il n'y a pas une période spéciale, elle peut avoir un saignement, donc un écoulement sanguin, bien sûr comme on va de l'endroit où l'écoulement doit couler, d'accord, pas sur ça. Hein. Ça c'est Nida. Ça c'est Nida, d'accord. Donc, et pour ça que nous, on va voir toutes les causes qui peuvent exister pour Bezrat Hashem se protéger de tout ça. Donc, on va dire que la cause essentielle, on est d'accord, la cause essentielle pour une femme, on va dire, bon, l'âge, entre les. D'accord, depuis sa bat mitzvah, d'accord, jusqu'à les 45, 50, d'accord, c'est la cause essentielle, c'est les règles, d'accord. C'est la cause essentielle qui est chaque mois, qui existe, d'accord, les menstruations. Donc là, on a la cause de Nida. Donc après, on ne va pas parler maintenant aujourd'hui des dates, tout ça, les attachés seront dans d'autres cours. Comment on calcule les dates et comment on se protège les attachés pour ne pas arriver à des problèmes. Mais en tout cas, ça c'est les règles. À part les règles, vous avez vu, il y a d'autres raisons. Soit des problèmes hormonaux, une femme, d'accord, il y a des problèmes d'un trouble hormonal à l'intérieur d'elle qui peut entraîner comme ça des saignements sans raison. D'accord, bon, c'est des problèmes hormonaux, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre raison. Il peut avoir l'allaitement. On va voir c'est quoi l'allaitement, qui peut entraîner, bien que dans la Gemara, on sait tous qu'une femme qui allaite, alors elle est protégée normalement de ne pas avoir de damim. Il y a des femmes, pendant la grossesse, des femmes qui allaitent, d'accord. Ceux-là, elles n'ont pas normalement les femmes skena, on verra les ménopausées, mais on peut aussi trouver dans l'allaitement, il peut y avoir des causes de saignement. Et les retombées des contraceptifs. Alors, il y a des contraceptifs, comme on a écrit, mal adaptés. Ça veut dire
Ça, c'est la cause la plus fréquente, à part les règles, c'est la cause la plus fréquente des saignements qui existe chez les femmes en général. D'accord? Je n'étudie pas maintenant le problème, est-ce qu'on a le droit de prendre un contraceptif, c'est pas mon problème, et vous ne devez pas parler de ça au Khatan. Ça veut dire, c'est un autre sujet après dans la Hashkafa. Est-ce qu'on a le droit de prendre des contraceptifs? Dans quelles circonstances on a le droit de prendre des contraceptifs? Est-ce qu'il faut demander à un rave de prendre un contraceptif? Je ne parle pas du tout de ça maintenant. Vous faites la halakha pour l'instant. Donc, dans la halakha, on permet de prendre les contraceptifs. Après, voilà. Ça dépend dans quelles circonstances, mais en tout cas, la halakha permet de prendre les contraceptifs. Mais il faut faire attention, voilà. Quand ils sont mal adaptés, on a des problèmes de saignement, malheureusement, qui causent du tort à la femme et au mari. Alors, c'est quoi les deux? On va commencer par plusieurs sortes de contraceptifs. On commence par les pilules, ce qui est le plus répandu. Donc, il y a deux sortes de grandes... Il y a les grandes pilules. Il y a de grandes catégories de pilules. On appelle ça les pilules ostroprogestatives. D'accord? Bon, après, vous regardez, c'est tout ce qui est des hormones comme ça dans ces pilules. Donc, il y a deux sortes de pilules. Il y a les micropilules. Donc, les micropilules qui sont très peu dosées. D'accord? Elles sont peu dosées, donc en fait, on verra qu'est-ce que ça peut engendrer. Et les mini-pilules qui sont dosées à plus fort. Donc, là, vous avez vu 15 gamma, 20 gamma. Et les autres, elles sont à 30 gamma et même plus. Des fois, ils peuvent avoir 40, 45. Alors, le fait qu'elles sont dosées faiblement, elles entraînent des saignements au départ. D'accord? Pour que ça se mette en place, ça entraîne tous les premiers mois. D'accord? Donc, on va dire si une femme, elle prend par exemple 6 mois de pilule. D'accord? Elle dit maintenant, je veux un petit repos, un petit temps de répit après l'accouchement. Donc, elle veut prendre des pilules, elle prend 6 mois. Donc, les premières semaines, il y a, même premier mois, même si on va dire, il peut avoir des saignements. D'accord? Et pour rien. Ça veut dire qu'une femme, elle va être interdite à son mari. D'accord? Elle n'a pas les règles, parce qu'elle prend les pilules. Mais elle est interdite. D'accord? Parce qu'elle a des saignements. Comme on a dit, tout saignement est interdit. Donc elle a des saignements, elle est interdite. Et surtout si elle prend en retard. Donc le retard pour les prises de pilules, c'est très important de faire attention à garder l'horaire fixe. Alors c'est ça le problème. Dans les micro-pilules, premièrement, elles entraînent des saignements. Et en plus, dès qu'il y a un petit retard, tout de suite, ça entraîne des saignements. Alors que la mini-pilule, on est plus tranquille avec ça. Alors peut-être qu'il y a des femmes qui adhèrent moins à ça. C'est pour ça que c'est des fois moins dosé. Ça, les problèmes médicaux, ça, après, il faut voir avec le médecin. Est-ce qu'une femme, elle peut accepter, accepter les pilules, les mini-pilules, plus les micro-pilules. Peut-être c'est pour ça qu'ils donnent les micro-pilules, parce que c'est plus facile pour la femme. Mais en tout cas, ça c'est à voir avec le médecin. En général, les mini-pilules, ça marche aussi, en général, pour la majorité. Donc avec des retards, si c'est un retard de quelques heures, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas dans les mini-pilules. C'est ça qu'on gagne. Parce qu'une femme, elle ne peut pas toujours, et surtout, vous connaissez vos dames, d'accord, il y a toujours des trucs, et machin, et les enfants, il peut toujours avoir un problème. Donc si on est à la minute près, alors c'est une prise de tête. D'accord? Donc nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est de ne pas prendre les mini-pilules, les micro-pilules, pardon, que les mini-pilules. Voilà, ça il faut le savoir. D'accord, donc ça c'est important. Bechavod, ceux qui veulent des... C'est pas moi le srout, c'est Rabbi Yonatan qui a fait les photocopies, tout ça, qui les a sortis de son même. Voilà. Donc ça c'est pour l'histoire des pilules. Donc ce qu'on conseille, donc au niveau halakha, il n'y a pas de problème avec les pilules, qu'ils veulent prendre une pilule. Donc c'est bien de lui conseiller de prendre les mini-pilules, au moins elle est plus tranquille. Et même le retard ne va pas entraîner trop de problèmes. Donc ça c'est bon au niveau des pilules. Maintenant il y a d'autres contraceptifs qui sont utilisés. Ce que vous avez vu c'est le Novaring. Alors c'est un anneau qu'elle met à l'intérieur comme ça. Elle-même elle peut le poser. Elle peut l'intégrer à l'intérieur, donc dans sa cavité vaginale, et elle le laisse là-bas pendant un certain temps, pendant 21 jours, donc le temps pour pas qu'il y ait ses règles. Alors, on va dire, l'avantage de tout ça, on a un avantage, plus que dans les pilules, c'est qu'il n'y a pas c'est pas contraignant de savoir qu'il faut prendre un tous les jours. Ça se pose là-bas et c'est tout, et c'est fini. Et... Par contre, il faut faire attention que avant chaque bdika, d'accord, parce que
bien sûr qu'après, elle le met, mais après, pendant 21 jours après, elle le retire. Après, donc, il va avoir donc, du dam. Après, chaque bdika, elle doit l'enlever pour faire la bdika. Et elle doit aussi l'enlever avant de faire le mikvé. Donc ça, il faut faire attention. Le Chas Shalom, elle ne se trompe pas. Comme c'est quelque chose qui n'est pas vraiment à l'intérieur, au fond, donc au niveau halakha, ça s'appelle khatitsa en fait. C'est ce qu'on appelle khatitsa. C'est pour ça qu'elle ne peut pas le laisser à l'intérieur pendant l'abdika. Parce que d'abord, vraiment, avec l'abdika, elle ne pourra pas venir faire l'abdika. Ça va empêcher l'abdika. Et aussi au niveau du mikvé, c'est un problème de khatitsa. Donc vous savez que dans l'abdika, il faut faire attention que, on verra, ça c'est pas le cours d'aujourd'hui, mais dans les bdikot, vous avez étudié, ceux qui ont étudié, de faire un vrai tour, qu'elle doit faire un vrai tour, donc c'est embêtant. Il y a ce qu'on appelle un timbevra qu'elle peut coller, elle colle sur elle, et ça c'est encore plus facile, il y a beaucoup de dames qui préfèrent ça, d'accord, c'est un patch comme ça qu'elle pose. Alors, ce qui est contraignant, c'est qu'il faut qu'elle le change chaque semaine, et ça elle oublie. Et donc du coup, si elle oublie, c'est plus effectif, et donc ça peut faire saigner. Donc ça aussi, parce que quelque chose que tu prends tous les jours, c'est quoi la malade de la pilule par rapport à ça? Quand tu prends quelque chose tous les jours, au moins tu sais que quelque chose c'est toujours, tous les jours, tu le fais. Donc quand c'est une chose une fois par semaine, c'est difficile à se rappeler. Une fois par semaine, on n'arrive pas à se rappeler quelque chose. Il faut vraiment être un vrai équeux, je sais pas, c'est peut-être marocain à fond, mais sinon on a du mal à se rappeler. Quand on fait une chose une fois par semaine, c'est difficile à se rappeler. Donc, d'un côté, c'est plus facile pour une femme. Elle n'est pas obligée de le prendre tous les jours. Mais j'ai entendu des dames qui préfèrent comme ça. Mais voilà, après, voilà, c'est contraignant et elles ont tendance à l'oublier. Et bien sûr, comme on va, il ne faut pas le laisser pendant le mikvé, ce patch collé sur soi, parce que c'est khatitza. Donc aussi, attention qu'elle n'oublie pas de l'enlever avant le mikvé. Bon, tu vas me dire, elle va se laver tout ça, elle va faire attention, mais quand même, ça peut être... Voilà, ça c'est donc on répète, on a les pilules. Pour l'instant, pour une femme normale, une femme qui n'est pas enceinte, une femme qui n'allait pas, il y a les pilules. On a dit le mieux, c'est les mini-pilules. D'accord? C'est ça qui fonctionne bien et qui, on va dire aussi, qui empêche les saignements. Au moins, on n'a pas d'interdiction pour rien. Le Novaring, ça peut être bien, mais c'est trop embêtant par rapport à... Voilà, qu'il faut l'enlever et que... Si elle oublie de l'enlever, voilà, c'est embêtant aussi. Mais voilà, on va dire qu'on peut se rappeler, mais elle peut l'oublier. Le patch aussi, ça peut être bien, mais encore une fois, elle peut l'oublier. Donc, entre les trois, il faut choisir la pilule. Sauf si une femme, elle peut pas, c'est difficile pour elle, donc au niveau médical, c'est plus embêtant pour elle. Donc ça, il faudra voir autre chose. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la pilule d'allaitement. Une femme qui allaite, elle a souvent, donc elle peut pas recevoir les mêmes pilules que les autres femmes. D'accord, c'est pas assez digéré pour elle, c'est pas bon. Donc surtout que dans les autres pilules, il y a ce qu'on appelle les oestrogènes. Les oestrogènes, regardez, c'est des hormones qui peuvent être dangereux pour le lait, qui sont pas bons pour le lait. Donc voilà, donc il faut pas les prendre, donc les pilules habituelles. C'est des pilules, là c'est les micropilules progestatives. Ce qu'on appelle, je vous ai donné les noms, mais bon, après, ça va, c'est pas important de connaître les noms spécialement. Et ceux-là, elles entraînent beaucoup de saignements, d'accord, surtout au début du traitement. Donc, qu'est-ce qu'on conseille pour ça? On conseille d'augmenter la dose, de prendre 2 par jour. Au lieu de prendre une pilule par jour, là, on prendra 2. Après, bien sûr, sur avis médical, si le médecin nous dit que non, c'est mauvais pour elle, alors attention, il faut bien sûr qu'elle vérifie ça au niveau médical, si ça ne peut pas causer des effets secondaires. Mais normalement, on conseille ça souvent à les femmes qui allaitent. Il faut savoir que les femmes qui allaitent, aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque, d'accord? Une femme qui allait, elle ne peut pas tomber enceinte. À l'époque, on dit que le Mara, vous connaissez que 24 mois, d'accord? Après, une femme, dès qu'elle accouche, elle avait 24 mois. Moi, je connais des gens qui ont allaité leur mère pendant 2 ans. Des gens ils ont pris de leur maman 2 ans. Donc la maman, le fait que c'est marqué dans la Gemara, en fait, c'est quoi l'idée? C'est que le lait, en fait, c'est le dam qui se transforme en lait. Donc normalement, si elle tire le lait, d'accord, elle allait, elle n'a pas de dam. Mais ce qui est la médecine aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est pas comme ça. Même si une femme elle allait, elle peut avoir ses règles, d'accord, qui reviennent. Et donc, elles prennent des pilules pour pas retomber enceinte tout de suite, d'accord.
pas évident, d'accord? Et Bémet, c'est vrai qu'il faut faire attention à toutes ces choses-là. Pas que les femmes elles soient éclatées, c'est pas le but. Donc on prend les pilules. Donc ces pilules-là, elles peuvent entraîner des saignements. Donc il faut les doser, il faut en prendre plus. Voilà. Augmenter la dose. Maintenant, il peut avoir, comme c'est vrai que ces pilules-là entraînent, et ça c'est un grand principe qu'il faut connaître, quand on a des pilules comme ça qui peuvent causer des saignements, une femme elle doit vérifier son sous-vêtement, voir s'il n'y a pas plus d'humidité qu'habituellement. Parce que si Ras Shalom a plus d'humidité, ça peut vouloir dire que peut-être il y a des saignements qui vont arriver. Alors quand elle sent que Bémet c'est plus humide qu'habituellement, son sous-vêtement peut être plus humide, il faut qu'elle fasse une bdika. D'accord? Si elle veut faire la mitzvah avec son mari, il faudrait qu'elle fasse une bdika avant. D'accord? Pas tout de suite avant la mitzvah, mais c'est bien qu'au moins une demi-heure avant, qu'elle fasse une bdika pour vérifier qu'il n'y ait pas de danger. Parce que Ras Shalom, on sait tous que Ras Shalom, si elle a du dav pendant la mitzvah, c'est très grave. Donc on veut éviter tous ces problèmes. Comme on sait que ça entraîne des saignements, et on sait que voilà, ça peut se traduire par de l'humidité qui arrive d'abord. Donc dès qu'elle ressent ces choses-là, ou elle voit ces choses-là, elle doit vérifier. Comme ça, au moins elle est tranquille. Elle prend son tissu témoin, elle fait une vérification. Au moins elle peut être tranquille pour la soirée avec son mari. Comme c'est écrit ici, donc ça peut être valable pour d'autres raisons, d'accord? Pour d'autres cas, on verra, où comme ça il y a des risques de saignement. À chaque fois que la femme verra une sorte d'humidité un peu plus abondante, alors elle doit faire une bdika, d'accord? Des fois les femmes elles peuvent sentir aussi, bon on verra, mais c'est pas bien de se faire des bdikotes à tort et à travers, hein, c'est sûr que non. Parce que des fois elles se blessent, elles se font... Mais voilà, il y a des raisons dans des cas pareils comme ça, de sortes de pilules qui sont un petit peu à la limite. Là vaut mieux faire des bdika avant pour pas Chas Shalom arriver dans la situation où l'homme et la femme ensemble, il y a du dam qui sort. D'accord, ça c'est par rapport à dans ce qu'on appelle la pilule d'allaitement que vous avez vu. Maintenant il y a le stérilet, beaucoup de femmes optent pour le stérilet, et ben c'est les médecins qui conseillent. Hein, vous allez chez les médecins, ils conseillent le stérilet. Alors, c'est pas fait par... Ça, c'est pas la femme qui peut le faire tout ça, c'est un médecin qui est à l'intérieur, qui fait tout son truc, c'est une sorte de couture comme ça qui fait à l'intérieur. Ça, le problème du stérilet, voilà, donc comme c'est écrit ici, ça provoque des règles. Alors, ça peut provoquer beaucoup des règles plus longues, d'accord, au début surtout, même un stérilet classique. Hein. Donc, si une femme d'habitude, elle a ses règles tranquillement, et elle fait 5 et 7, ce que vous avez appris. D'accord, 5 jours, elle a ses règles, et après elle a 7 jours de tahar, on va dire, on est dans les 12-13 jours d'interdiction. Là, elle va en avoir 18 ou 19. Donc imaginez, pour le mari, c'est pas très rigolo. D'accord, 18 jours, 19 jours d'interdiction dans le mois. D'accord, donc pour les goïms, ils sont en balance, mais nous, on fait attention aux dames. Donc voilà, c'est pour ça que pour eux, ils conseillent ça, mais nous, on ne conseille pas. Après, il y a des dames qui disent que pour eux, ça n'a pas fait d'effet, mais voilà, c'est vrai que c'est... Alors, le stérilet classique, il est moins grave. Il y a ce que vous voyez après, il y a le Mirena, celui-là, vraiment, hein, il est plus embêtant encore. D'accord ici, voilà. Il est en cuivre. Ouais, il y a des cuivres, exactement. Voilà, c'est à cause de ça hein, que ça entraîne à l'intérieur du... Exactement, vous connaissez le truc des cuivres. Des macottes. Voilà, ça fait des macottes. Et ça, carrément, ça peut faire des... Alors, les médecins, ils préfèrent parce que celui-là, vraiment, il empêche les règles tranquillement. Il n'y a plus de problème, il n'y a pas de règles. Et donc, la femme, elle est protégée, on va dire, à 100%. Mais ça peut faire 3 mois à 6 mois, des fois, de saignement. Et même les médecins, ils le disent. C'est écrit même dans... Vous ouvrez Internet, ils vous le disent. D'accord? Donc, tous les stérilés comme ça, Mirena, c'est un truc qui est catastrophique pour nous. Et comme je vous ai dit, ça, faire attention, parce que les gens ils peuvent croire. Ça fait des taches. C'est intéressant pour une femme parce qu'elle va dire je suis protégée, j'ai pas envie d'entrer dans des... On va dire que les pilules, des fois ça marche pas toujours. Et après je connais des femmes qui ont pris des pilules, après elles sont tombées enceintes, elles ont dit oh là là, on voulait pas tout de suite. Alors que là on est tranquille. Mais non, il faut aussi voir l'autre côté, que
Chas v'shalom, si elle s'interdit pendant 3 mois aussi, hein, Chas v'shalom, c'est très grave. Il faut que. D'accord? Il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Pourquoi tu rigolais? Non, si ça saigne pendant 3-6 mois, c'est sûr qu'elle est tranquille. Elle est tranquille. Elle est tranquille, mais le mari sera moins tranquille. Et là, on est dans un problème, parce que voilà. On essaye tout de faire que, comme on a dit, que les gens ne craquent pas, ça soit agréable. D'accord? Il faut que. On veut essayer d'harmoniser la halakha avec d'accord, le bien-être. Vous ne parlez pas là vous savez, les ovules, les spermicides? Ouais, non, on n'a pas parlé de ça. Parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il ne parle pas de ça. Je voulais lui en parler de ça. Avant, il en parlait, maintenant, il ne le met plus dans ses cours. Ouais. Ça fonctionne, c'est vrai que ça fonctionne, la vérité, ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est après, ouais, j'ai oublié pourquoi il m'avait dit pourquoi il ne voulait pas en parler. Au niveau halakha aussi, on peut. Parce qu'au niveau halakha, il y a le moins de risques. Ouais, c'est vrai, les ovules, là, ce qu'on appelle en Israël les nérotes, ils appellent ça. Ouais, Hein? Le saignement, ça provoque pas de saignement, ça. Enfin, ça dérègle pas, comme la pilule ou comme. C'est un moyen de contraception, Ça, c'est un moyen de contraception. Ouais. Non, Mais je crois qu'au niveau halakha, il avait dit que c'était moins bien au niveau halakha par rapport à ce qu'on appelle Zera Levatala, parce que ça. Pas du Zera Levatala, mais ça détruit le spermatozoïde. Donc du coup, c'est moins. La pilule, c'est quelque chose qui empêche le rapport, la fécondation. Alors que là, ça détruit le sperme. Donc, c'est peut-être au niveau halakha, c'est moins bien que le micropole. C'est sûr que c'est moins bien. Mais après, j'ai pas dit que c'est interdit. Quand c'est pas ça que la Torah elle disera la Vatala. On est bien d'accord. Voilà, par exemple, les préservatifs, ça c'est sûr que c'est la chose. Encore au niveau halakha, le préservatif, il est assourd les gamins. D'accord? Parce que c'est sûr que ça s'appelle Zera Levatala dans tous les cas. Mais ça, ça s'appelle pas Zera Levatala, parce que c'est déjà à l'intérieur. Quand même, on préfère les pilules. D'accord? Après, voilà, si c'est des femmes qui disent, moi, les pilules, ça va pas marcher, bon, qu'elles posent la question, hein. D'accord? Si des femmes qui disent que les pilules, pour elles, ça fonctionne pas. Voilà. Dans tous ces cas-là, de toute manière, il faut toujours poser les questions. On verra à chaque fois, je vous répéterai ça. Les questions, c'est au Rav. Ça veut dire là, maintenant qu'on vous dit au Khatan, la moitié du fois, vous dites au Khatan, maintenant on vous apprend ça, mais dès qu'il y a une question qui survient, il faut appeler le Rav. Il faut avoir un contact avec le Rav, l'homme, la femme. Il faut au contraire, le Rav, il préfère parler directement avec la femme, parce que l'homme, quand il répète ce que la femme a dit, il dit la moitié des choses. Il dit la moitié, il ne comprend pas ce qu'il dit, donc ça sort toujours. Souvent, nous, quand on fait avec le Rav, on fait directement, le Rav, il veut que la femme elle-même, elle explique le cas. Parce que des fois, le mari, il ne sait pas expliquer. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, il faut avoir un contact avec un Rav. Donc comment on résume ce qu'on a dit? On résume, voilà. Donc est-ce que vous voulez qu'on résume qu'est-ce qui est le mieux, Rabbeinu qu'est-ce qui est le mieux, alors, on va dire, est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui est le mieux dans tous les moyens de contraception qu'on a vus? De ce qu'on a dit. C'est les pilules. Voilà, la pilule, et la pilule, laquelle? Mini. La mini, ouais, voilà, la mini pilule. Ouais, Pourquoi? Parce que celle-là, elle a moins de causes de saignement. Une hybride. Par contre, faire attention, faut y penser, d'accord? Il faut que la femme elle y pense. Il faut savoir que même à Yom Kippour, on peut prendre la pilule. Sans eau, bien sûr. La femme, elle avale sa pilule. Sans eau, il n'y a pas de problème. Question? Non. Non, pas ça. Maintenant, les mini-pilules, donc c'est pas bien. Les micros, pardon, c'est pas bien. Est-ce que le Novarim, c'est bien? Rabbi Yonatan? J'ai cru comprendre que la pilule Shabbat c'était problématique, Michum Refoua. Non. C'est un traitement chronique. Non, c'est un traitement, voilà, c'est un traitement chronique, exactement. Bah, si tu peux la prendre à Kippour, d'après moi, Voilà. tu peux prendre un Shabbat et yeux fermés, et avec de l'eau. Le Shabbat des Shabbats. Ça veut dire. Non, c'est un traitement, voilà, c'est un traitement chronique, c'est un traitement de prévention, c'est pas une réfoua. Parce qu'on appelle réfoua en plus. D'abord, premièrement, un traitement comme ça, qui est même un traitement de réfoua, qui est un traitement sur une longue durée, on a le droit dans la halakha. Et quand c'est un traitement chronique, birla, alors c'est autre chose, c'est même pas, on va dire que c'est considéré pas comme une vraie réfoua. Pas une réfoua. En tout cas. Et pour éviter les problèmes, on peut la prendre avant Kippour et avant Shabbat. Non, il faut la prendre précisément à l'heure. Tous les jours, il faut. Pendant Kippour, si vous prenez avant Kippour et le jour de Kippour, comment on fait? Elle doit la prendre à 3 jours d'après-midi. 3 heures d'après-midi. Ouais. Pourquoi 3 heures d'après-midi? Si elle à 6 heures d'après-midi. C'est Kippour encore que vous faites. Une fois, ça n'a pas tout déréglé.
Eh ben oui, ça peut. En fait, ça dépend la première fois. Mechila, ça dépend la première En tout fois cas, il qu'on ne faut l'a pas prendre de pris. risques. Parce que c'est dommage pour le. Ça dépend la première fois, la première heure où on l'a prise. Et où c'est ça qui va déterminer le cycle, les heures à respecter, Ouais, des bien sûr, jours. exactement. C'est ça. Là, La toute première qu'on a pris, à l'heure où on l'a pris, Voilà, exactement. c'est Nigmar, Voilà. c'est toute ta vie, c'est ça. Après, voilà. Après, les femmes, après, elles s'habituent. D'accord, elles ont. C'est vrai que des fois, ça prend un certain temps de s'habituer à une certaine pilule. Donc après, mais c'est sûr que tout retard peut ne rien entraîner. J'ai pas dit que toujours ça entraîne quelque chose. Mais après, vous rentrez dans des doutes, et après la femme me dit ah non, ah non. Donc, voilà. Donc, voilà. Et donc si vous enseignez ça au Khatanim, donc vous parlez que de ce que la Torah elle permet par rapport à. Vous parlez pas est-ce qu'on a le droit de prendre la pilule ou pas prendre la pilule. Surtout si vous enseignez à des Khatanim qui sont éloignés. Alors que si tu leur dis que leur cas-là peuvent prendre la pilule, ils vont dire mais tu es complètement fou toi tiens. Donc on ne rentre pas les rechumot, toutes les choses des gens comme ça, on ne rentre pas là-dedans. Quand on enseigne un khatan, on rentre dans la halakha. Après, si on veut dire quand tu veux, après voilà, ce qui est mieux, niveau halakha, bon Hachem, t'as pas d'enfants, t'as des enfants, t'as déjà des enfants, pourquoi tu veux prendre la pilule? Mais ça c'est après, c'est pas vous qui s'occupe. Même si quelqu'un après, vous lui dire, tu sais, pour prendre stam des pilules, si ta femme elle n'a pas de raison, elle vient peine d'accoucher ou elle n'a pas de raison spéciale pour prendre la pilule, est-ce qu'il faut vraiment prendre la pilule? Tous ces chélotes là, vous ne pouvez pas dire ça à un khatan au début ou un khatan qui n'est pas dans le coup. Ça, vous pouvez dire ça à quelqu'un qui est vraiment dans le coup, il dit bon, tu sais, après il faut poser tes questions, si tu veux vraiment prendre la pilule, combien de temps? Mais ça c'est en deuxième temps, c'est dans la hashkafa, c'est plus pas dans la halakha. Voilà, ça c'est pour le premier. Qui s'appelle, la première partie qui s'appelle les moyens contraceptifs qui sont, on a dit les causes de saignement, d'accord, secondaires après les règles. Maintenant, il y a une troisième cause de saignement qui est les consultations chez le médecin. Alors, il y a plusieurs consultations, comme vous avez remarqué dans la feuille. Il y a les examens classiques et il y a les examens plus pointus. Une femme en général en bonne santé, Baruch Hashem, elle va faire ses examens classiques, d'accord, soit pour quand elle est enceinte, soit pour s'il y a des fois des petites choses à l'intérieur pour voir s'il y a un ectropion ou un machin comme ça. Normalement, tous ces examens-là n'entraînent pas le problème de Nida. Il ne faut pas qu'elles se prennent la tête. Il y a des femmes qui ont cru qu'à chaque fois qu'on va chez le médecin, à chaque fois qu'il rentre quelque chose à l'intérieur là-bas, ça y est, elle est Nida. C'est faux. D'accord, une femme qui va chez le gynécologue, elle n'est pas Nida. D'accord, il n'y a pas Nida. Donc, bon, il y a écrit ici, donc vous avez vu. Donc. Et carrément, attention de ne pas faire de bdika après, parce que vous allez dire, mais peut-être. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois la dame dire, mais peut-être, alors je dois faire des bdika pour voir après s'il n'y a rien eu. Parce que le médecin, souvent, qui n'est pas juif, ou même s'il est juif, mais il n'est souvent pas religieux, donc il ne va pas commencer à dire, il va pas commencer à dire à la femme s'il a vu des traces de dame ou il a vu du sang, il ne va pas dire il y avait du sang. Il va dire tout s'est bien passé, c'est tout, il s'en fiche lui. Alors, il n'y a pas de raison. Si c'est un examen, qu'on sait que c'est un examen classique, il n'y a pas de raison de faire une bdika après, il n'y a pas de raison d'être recherche. Il n'y a pas de raison de craindre qu'il y ait eu du dam. Et donc la femme, elle peut aller tranquille à la maison, entrer chez elle, embrasser son mari. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, ce qui s'appelle un examen classique, donc là vous avez l'examen classique, c'est souvent le spéculum qu'on rentre à l'intérieur. Ça c'est, en général, ça peut arriver quand il pose un spéculum, une sorte de tenaille comme ça pour vérifier à l'intérieur avec une petite caméra là. Soit il fait le toucher vaginal pour voir des fois il doit voir à l'intérieur par rapport au bébé, par rapport à quand c'est des choses comme ça. Des fois il fait une échographie vaginale, carrément il rentre un ustensile à l'intérieur, ça aussi il n'y a pas de problème. D'accord, c'est les outils qu'ils utilisent pour faire tout ça ne sont pas des outils qui vont rentrer très profondément donc à l'intérieur. Tout le problème en fait, c'est s'ils touchent le col de l'utérus. En général, ils rentrent dans le vagin, ils ne rentrent pas dans le col de l'utérus, ce qu'on appelle le prosdor dans la morale, en fait. Donc, c'est pas un problème de nida. Et il y a le frottis. Le frottis, c'est des fois quand il veut faire un prélèvement comme ça pour voir, parce qu'il y a peut-être un peu de microbes ou des choses comme ça. Ça aussi. Alors, ils ont une petite sorte de comme ça, avec une raclette, ils enlèvent. Alors bon, c'est des endroits, c'est l'endocol, l'exocol, tout ça, toutes ces choses-là. Ils vont voir est-ce qu'il y a des maladies, des fois il y a des femmes qui peuvent avoir des petites maladies ou des machins pour vérifier avant. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre,
toutes ces choses-là, c'est dans les cas où on vous dit toutes ces choses-là, c'est dans. Enfin, on n'a rien vu. Si maintenant, la femme, quand elle voit le type qui sort son doigt, elle voit sur le gant qu'il avait, elle voit qu'il avait du dam. Là, elle ne peut plus dire, même si c'est un examen classique, il y avait du dam, il y avait du dam. Ou le spéculum, il sort, il y avait du dam sur le spéculum. Là, alors, elle peut demander au médecin. Donc elle peut poser la question au médecin, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a du sang, d'où c'est venu. Après le médecin, il dit son avis. Maintenant son avis n'est pas un avis halachique. Il faut faire attention, un médecin n'a pas un avis halachique. Il a un avis de médecin, ça nous intéresse pour savoir. Donc soit elle peut prendre le support avec elle, bon en général pas toujours, quand c'est un spéculateur elle ne peut pas le prendre, c'est son outil de travail, mais si c'est peut-être autre chose, ou c'est un mouchoir, ou c'est un machin, ou c'est une autre chose, elle peut le prendre, l'amener au Rav, voir et poser la question au Rav. Donc elle peut poser la question au médecin, de dire qu'est-ce qu'il pense, d'où ça vient. Et après, avec ce que le médecin lui a dit, les informations du médecin, elle va voir le Rav, elle pose la chéla au Rav, et le Rav va décider est-ce qu'elle est nida ou pas nida. D'accord? Donc, un examen classique n'en rend pas nida, à condition qu'on ne voit pas de dame. Dès qu'on voit du dame, il faut poser la question au médecin. D'où ça vient? Après, avec les informations du médecin, on va le voir. Ça, c'est si vous avez dit, il y a du sang quand elle le voit, mais si c'est dans la journée, juste après, elle a fait une échographie, disons. Très bien. Et après, dans la journée, il y a... Alors là aussi, si elle voit du dam, donc là, elle peut poser la chéla au Rav aussi. Souvent, le Rav, dans des cas pareils, comme il n'a pas toujours les... D'accord, il n'a pas toujours les informations qu'il faut, il ne peut pas toujours savoir ce qui se passe, donc on envoie chez une bodéquette. On envoie chez des dames qui sont formées pour, peut-être vous connaissez déjà, vous en entendez parler sûrement, des bodéquettes, c'est des femmes qui sont formées pour et qui vont vérifier d'où provient ce sang. Et souvent, ça peut être qu'en sortant le spéculum, il a égratigné, il a fait quelque chose, il a fait une blessure, et c'est que ça, il n'y a rien d'autre. Donc après, si la femme, elle va faire, ça sert qu'elle fasse une dica à ce moment-là, parce qu'elle va faire une dica à avoir du dame, que ça va lui avancer à quoi. Donc la bodéquette, elle pourra lui dire, oui, c'est lié à... voilà, il a fait une égratignure, il a touché quelque chose, c'est sensible, tout cet endroit il est très sensible, c'est très délicat, il peut avoir du dame. Donc le Rav, souvent dans des cas pareils, il y a du dame après coup, il envoie chez une bodéquette, avec, bien sûr, il faut toujours lui dire toutes les informations. J'ai été chez le gynécologue, j'ai fait tel et tel examen, voilà, et je suis 3 heures après, et voilà ce que je vois sous mon sous-vêtement, ou ce que je vois peut-être sur autre chose. D'accord. Donc comme je vous ai dit, pour une Kala qui s'y connaît, donc il faut lui dire que tout saignement, même après un frottis, ça peut ne pas faire de saignement, mais ça peut faire des saignements, donc il faut poser la question à un Rav. D'accord? Bon, ici, il y a écrit une petite question de halakha, puis un peu hashkafa aussi, qu'il faut choisir un gynécologue. C'est mieux de choisir, si elle peut, une femme, choisir un gynécologue, une gynécologue femme. D'accord? Il y a problème de hirou, problème de... aussi, c'est toujours mieux dans ces genres de choses, que ce soit une femme avec une femme, que ce soit un homme. Mais souvent, c'est des fois des choses qui dépassent les femmes gynécologues, et il y a seulement des gynécologues hommes qui sont très professionnels. Bon, on n'a pas le choix. D'accord, on doit passer par des professionnels, des fois dans des cas compliqués, il n'y a pas de halakha, donc voilà. Après au niveau yichoud, bon, on considère que dans son travail, si tout le monde peut rentrer dans la salle, vous savez que même quand, c'est important ça de savoir, il ne le dit pas ici, mais ça c'est important, quand les femmes elles vont faire des examens, c'est bien que le mari accompagne sa femme. Alors je sais que les gens ils travaillent en général, mais c'est mieux, le plus possible, d'accompagner sa femme. Pour le problème de yichoud, pour plusieurs problèmes, c'est bien d'accompagner sa femme chez le médecin. D'accord, quand elle doit faire des examens de ce style. Alors on n'a pas dit qu'il va te faire rentrer dans la salle où il est en train de le sculpter, mais quand même, c'est mieux d'être là. D'accord, au niveau yichoud, si tu peux rentrer, ou s'il reste un peu la porte ouverte, machin, on évite tous ces problèmes. Voilà, et c'est même aussi au niveau de toutes les choses. Voilà. Donc ça c'est par rapport aux examens. Maintenant, il y a les examens plus pointus. Alors ça c'est déjà plus compliqué. Là, ça entraîne souvent donc, des problèmes de nida. Alors, je ne veux pas rentrer dans ce qu'on appelle tous les examens compliqués. Bon, vous avez l'hystérographie, vous avez l'hystéroscopie, vous avez plusieurs autres examens
qui sont là et qui peuvent rentrer, qui peuvent rendre une femme nida. Parce que déjà, c'est des examens soit avec des outils qui rentrent plus profondément et obligatoirement qui entraînent voilà, ce qu'on appelle le petit khat amekor. Soit parce que voilà, c'est fait pour ces endroits qui sont plus. Donc c'est des examens qui rendent nida. Donc à ce moment-là, la femme donc, va dire j'ai fait ça et ça. Après elle va consulter le Rav. Et même si le médecin lui dit bon il n'y a rien eu, votre col est propre. Comme on l'a dit encore une fois, le médecin n'est pas un avis halachique. Vous allez vous poser la chéla au Rav et il peut vous dire voilà. Encore une fois, vous pouvez demander au médecin qu'est-ce qu'il a fait exactement. Il peut vous dire voilà ce qu'il a fait. Et selon ça, vous venez avec les informations chez le Rav en disant voilà, telle et telle chose a été faite. Rav, est-ce que ça rentre dans le cas habituel qu'on dit que tel et tel examen en Ida ou pas, sachant qu'il dit que j'ai rien eu. Voilà. Et après, donc le Rav va. Donc c'est pas la fonction du médecin, ne pas oublier que c'est pas sa fonction de donner des halachot. D'accord? Faut pas oublier. Le médecin, c'est un médecin. Et pour eux, des petites traces de dame, pour eux, ça veut rien dire. Surtout chez les goyim. Ils vont pas commencer à angoisser une femme de dire qu'ils ont ouvert le col, elle va dire quoi? Non, ils vont te dire, il n'y a rien eu, tout ça. Et pour nous, c'est. D'accord? Donc après, bon, il y a toutes sortes d'autres examens. J'ai pas à me donner des noms, sont compliqués. Voilà, les examens plus compliqués, les inséminations artificielles, toutes ces choses-là, ça peut. On utilise des outils qui sont plus compliqués pour les poser, ça fait saigner. Ça, c'est déchirant. Et à l'inverse, hein, vous savez que des fois, ça peut être. Des fois, le Rav, il peut dire. Des fois, le médecin, il peut dire qu'il n'y a pas eu de sang. Le Rav va dire que c'est interdit. Et le médecin, il peut dire des fois, il y a eu du sang. Le Rav va dire que c'est permis. Alors, on va croire que c'est toujours dans le sens du médecin. Pour vous dire que le médecin, d'accord, nous, selon ce qu'on connaît donc, dans la route, c'est sûr que ça, c'est des choses que des raves spécialisés dans le domaine, hein, bien sûr que c'est des choses qu'ils ont appris. Voilà, c'est pas évident. On doit apprendre ça même carrément. On doit apprendre ça des fois avec des gynécologues carrément et s'asseoir avec eux. D'accord, des heures pour connaître tous les cas actuels. Parce que tu ne peux pas dire comme ça, à nouveau dans tu joues un euro, tu vois rien de tout ça. Vous faites tous les pitrés chouva que vous voulez. Il n'y a rien écrit de tout ça. Donc, ça après, c'est dans la médecine, c'est dans la réalité qu'il faut rentrer. Donc c'est bon, donc on répète, donc les examens classiques, c'est bon, il n'y a pas de problème, d'accord, on va dire dans le cas où il n'y a rien eu, d'accord, bien sûr, il n'y a rien eu, et le médecin te confirme. Si c'est un examen plus pointu, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut poser la question au Rav. Voilà, donc les examens qui sont plus pointus, c'est en général qu'il y a aussi Nida. Maintenant, la maternité, ce que vous avez vu, la maternité, c'est le troisième point. Vous avez ça? Troisième point. Donc, bien sûr, tout accouchement, bien sûr, c'est Nida. Alors, même par césarienne, comme on voit qu'il y a du dame aussi qui même si c'est pas césarienne, il y a du dame qui passe par le col et qui passe par le vagin, donc c'est sûr qu'il y a Nida. D'accord? Donc, il n'y a pas de question de dire non, parce qu'elle n'a pas accouché, ça ne change pas. Donc ça, il faut le connaître. Donc bien sûr qu'un accouchement rend Nida, vous savez qu'il y a les accouchements, c'est pas comme à l'époque dans la Gemara, hein, qu'il y avait selon les filles ou les garçons, 40 jours, 80 jours. On n'a pas tous ces. Parce qu'à l'époque, il y avait du sang permis, du sang interdit. Nous, tous les dames sont interdits, donc en général, c'est dans les 6 semaines, 7 semaines, 6 semaines, on va dire, en général, que ça coule. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est en général ça. Donc elle est Nida tant qu'elle a du dame. Après, dès qu'elle voit que ça s'arrête, elle peut commencer son processus de tar. Mais en tout cas, donc l'accouchement, c'est Nida. Il y a les fausses couches. Donc les fausses couches, malheureusement, voilà, c'est très, très frustrant hein, pour tout le monde. Donc les fausses couches. Alors une fausse couche, il faut aussi poser la chéla au Rav. Qu'est-ce qui s'appelle une fausse couche? Ou qu'est-ce qui s'appelle juste, en fait, c'est comme des règles, en fait. Ça dépend dans combien de temps ça a été la fécondation était, parce qu'avec fausse couche dans la race, qu'on appelle une vraie apala, c'est après 40 jours. Après, comment on calcule les 40 jours? Est-ce que c'est de la date du mikvé ou plus? C'est aussi à poser au Rav. Mais en tout cas, vous, si Chaz v'Shalom pas chez vous, mais si chez des gens, fausse couche, alors il faut qu'ils précisent donc la date du mikvé, la date de la fausse couche,
Et voilà, avec tout ça, il va voir le Rav. Donc, pour savoir quoi? Quelle est Nida? C'est sûr qu'elle est Nida, il n'y a pas de question. Mais quand aller au mikvé? Parce que si c'est une fausse couche, normalement, même si une femme, si c'est après la 40 jours, il faut savoir ça, même si c'est après 40 jours, même si une femme, elle peut se purifier au bout de 3 jours, après 3 jours, on va dire, ça y est, le sang il s'est arrêté, et ben elle ne peut pas se tremper avant 15 jours. Parce qu'on considère, vous connaissez la ligne de la Torah, que pour une fille, pour une Nekeva, pour une fille, c'était 15 jours de Yémé Touma. Ça reste. Donc ça reste qu'il y a au moins 15 jours avant qu'elle ne peut pas se tremper au mikvé. Donc on va dire que même si en général, à cette étape-là de la fausse couche, elle ne peut pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Donc elle doit poser la question au Rav, voilà, selon ça, quand je dois aller au mikvé. Parce que même si elle peut réussir à devenir propre avant 15 jours, elle ne pourra pas aller au mikvé. Voilà. Et aussi, le processus de Tara peut être différent, selon combien de temps est-ce qu'on doit attendre, les 5 jours, tout ça, c'est différent. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut poser la question au Rav. Voilà, ça c'est la maternité. Vous avez vu, donc il y a d'autres raisons d'être Nida. Il y a une 4e raison, c'est les cas exceptionnels, comme le dit, c'est les cas exceptionnels, parce que c'est plus rare. Alors il peut y avoir un choc. Quand on dit un choc, ça peut être même un mari qui freine trop vite. Hein. Pac! Une femme, il a foncé, il a freiné trop vite, ça peut entraîner un choc chez une femme, elle peut être Nida. Ça peut, voilà, il y a un exemple ici qu'une femme qui a vu quelque chose, elle a vu le tombeau de Joseph brûler, elle a eu ses règles. Il peut avoir comme ça des chocs comme ça émotifs. Chez les femmes, ça peut entraîner. D'accord? Ça, donc ça peut entraîner des règles, et ça existe toujours, d'accord? Des chocs. Enfin, comme ça, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui l'a perturbé dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Autre cas exceptionnel, c'est les efforts physiques. Alors, on n'a pas dit que dès qu'elle fait du sport, elle a ses règles, bien sûr. Mais il y a des femmes, quand elles vont faire un trop grand effort, elles vont faire un déménagement, d'accord, ça peut lui entraîner ses règles, d'accord, ça peut lui entraîner d'autres troubles, mais en tout cas, ça peut aussi, elle peut avoir mal au dos, mais elle peut aussi avoir ses règles. Voilà. Donc ça peut en provoquer des règles, et donc c'est Nida, même si c'est pas son habitude, même si c'est pas les dates habituelles. Alors, maintenant on va parler de la femme. Donc on a parlé de toutes les causes des saignements. Donc combien on a vu de causes? On a vu les règles, on a vu les contraceptifs, on a vu les examens, on a vu quoi encore? L'accouchement, et on a vu les fausses couches, et on a vu des cas exceptionnels qui existent aussi. Bon, maintenant, la femme, dans quel état elle était quand le saignement est arrivé? Alors, comme il est écrit ici, vous avez vu, donc, c'est pas lié à un moment précis. Ça peut être même juste après son mikvé. Elle vient de faire son mikvé, 2-3 jours après, soit le contraceptif il n'a pas marché, soit le choc il a eu lieu 2 jours après le mikvé, soit l'effort il a eu 2 jours après le mikvé. C'est pas parce qu'elle a 2 jours après le mikvé, elle ne peut pas avoir ses règles, c'est pas possible. Vous connaissez, vous avez appris, mais non, il y a un certain temps que la machine va se mettre en marche pour que les règles viennent. Mais non, il n'y a pas de clal là-dessus. Donc ça peut être même rapidement, le mari il n'a pas à dire mais non c'est impossible. Tout ce que tu as appris en biologie, mais la météo elle est là, donc ça peut exister. Même une femme pendant sa grossesse, et ça arrive, alors on sait tous qu'une femme quand elle a du sang pendant sa grossesse, en général on fonce à l'hosto, mais des fois c'est peut-être des petites choses bénin, ça peut être rien, mais quand même elle est Nida. Donc elle peut être une femme, même si on tient qu'une femme quand elle est donc dans sa période de grossesse, elle n'a pas de sang. Bon déjà, vous savez tous que quand on dit une femme, elle n'a pas de sang, elle n'a pas de dame dans sa grossesse à partir du 3e mois. On verra qu'est-ce que ça veut dire à partir du 3e mois, c'est pas ce chiot-là. Et en tout cas, même si on est après les 3 mois de grossesse, où habituellement elle n'a pas de sang, mais il peut avoir, d'accord, du dame qui survient en plein milieu de sa grossesse. D'accord, pour plusieurs raisons. Et ça, il ne faut pas banaliser ces choses-là. D'accord, ça existe. Aussi, j'ai marqué même une femme qui allait. Donc une femme qui allait, habituellement, comme on a dit, une femme qui allait, elle n'a pas de dame, parce que comme on a dit que le lait donc, entraîne donc, la protection, donc ça retient le sang. Mais voilà, il peut avoir surtout aujourd'hui, donc on remarque que
La physionomie de la femme, elle a complètement changé. Tout change. Donc il faut se... Et les femmes aussi ménopausées. Donc une femme ménopausée, c'est ce qu'on appelle dans la chazkela, vous avez étudié ça un jour en Arour. Même si elle a eu pendant une période, elle n'a rien vu, mais tout d'un coup elle peut revoir. C'est pas... Surtout quand c'est le moment du passage, vous savez, quand elles ne sont pas vraiment ménopausées, elles sont entre la période, on va dire, transitoire, et là, c'est là que c'est le pire. Donc là, c'est un peu anarchique. Aussi, ça, c'est le plus embêtant par rapport aux règles. Bon, ça, c'est plus des questions plus précises qu'il faut parler avec Laura. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus anarchique au niveau des règles à ce moment-là. Mais en tout cas, même une femme qui est censée ne pas avoir ses règles parce qu'elle est ménopausée, ça existe. Donc ça peut exister. Et le mari n'a pas à s'obstiner à dire mais non. C'est une erreur. D'accord ? Et donc, dans tous ces cas-là, il y a tous les processus de Tahara qui va se mettre en marche, qui va se mettre en route, même si une femme elle a arrêté pendant 2 ans, elle a arrêté tout son processus de Tahara, je connais quelqu'un comme ça, après elle est repartie à 0, et on recommence, rebelote, d'accord. Maintenant, on va parler le dam. Qu'est-ce qui est du sang? Alors, bien que, voilà, on va dire, tout ça on donne ça comme vous avez dit, je vous apprends à vous allez peut-être apprendre au khatanim. Donc c'est des choses de base qu'on lui donne. Donc qu'est-ce qui est assourd? C'est le dam. Pas autre chose. Il y a beaucoup de sécrétions qui peuvent s'écouler de cet endroit, d'accord? Les sécrétions vaginales existent. C'est pas du dam. Pas toute sécrétion est du dam. Comment on peut définir est-ce que c'est du dam? Déjà la couleur. Donc les couleurs interdites, c'est le rouge, tout ce qui tend au rouge, d'accord? Le bordeaux, toutes ces choses-là. Et le noir. Alors Bémet, pour trouver vraiment du noir, c'est très difficile. C'est nous les rabbinim que c'est pas le noir, vraiment, ça n'existe pas trop, mais ça peut tendre au noir. Donc, dès que c'est un peu comme ça, assez foncé comme ça, il faut... Ça, c'est sûr que c'est une nida, il n'y a pas de question, il n'y a pas besoin d'aller voir le rave pour montrer au rave un tissu témoin tout rouge. Pas besoin de... Ou si la femme, elle voit ça sous son vêtement, elle ne va pas commencer à dire, bon, peut-être, faut pas être bête. Maintenant, dès que c'est blanc, jaune, ou verdâtre un peu comme ça, bon, c'est pas vert, mais ça veut dire c'est des couleurs un petit peu comme ça, jaunâtres, ça c'est permis. Voilà, maintenant il y a les cas de doute, c'est tout ce qui est les marrons, tout ce qui est rosé, tout ce qui est bronze, tout ce qui est un peu comme ça, couleur or, doré, tout ça, c'est très problématique, ça veut dire après il faut demander au rabbin. Il n'y a que des rabbinim qui s'y connaissent, qui ont fait du chimouche pour répondre à ces chélotes. Vous ne pouvez pas dire non, mais la dernière fois il m'a permis. Non. Alors, vous avez le droit de voir à peu près, mais il ne faut pas rentrer dans des doutes. Il faut donc poser la question au rabbanim. Comment on pose la question au rab? Alors, on laisse d'abord, quand la femme elle fait cette bdika, elle le laisse sécher dans un endroit, parce que si vous le mettez dans une enveloppe ou dans un sac, tout de suite ça peut coller, ça peut fausser la bdika, ça peut fausser la vérification. Donc on la laisse sécher dans un coin et après elle le met dans une enveloppe qu'elle donne au rave sans besoin de dire que si une femme elle est gênée, tout ça, ça peut arriver. Elle peut écrire un numéro de téléphone, elle n'a pas besoin, surtout il faut dire ça aux calottes ou aux khatanim qui disent ouais, moi j'ai pas envie. Bon, d'abord il n'y a rien à être gêné, d'accord, on est tous dans le même sac, mais même si les gens ils sont gênés, donc il y a des boîtes aux lettres. D'accord, qui ont été faites, je pense qu'à Bonneuil, vous avez une boîte aux lettres pour ça? Ici, ça a été fait? Des pots d'examen. Non, il n'y a pas de boîte aux lettres. Dans la Créteil. Dans la Créteil, et vous directement vous montrez au rave. Ouais. Ou bien sa boîte à lettres. Dans sa boîte aux lettres, il y a une boîte aux lettres là-bas. Très bien. Ouais, Natacha, peut-être bientôt vous allez vous former, tout ça. Il y aura une boîte aux lettres ici. Des rabbanim qui vont répondre à des chélotes. Voilà, ça peut se faire, hein. C'est pas très, ça prend un certain temps, vous avez quelques temps pour apprendre, mais après vous attachez. Donc voilà, vous attachez. Ceux qui veulent avancer plus loin. Mais en tout cas, il faut dire ça au khatan, que le khatan ne décide pas lui-même et n'essaye pas de comparer, même s'il a peut-être l'impression de croire connaître. Ben ça y est, j'ai compris à peu près. Si c'est vraiment jaune, d'accord, on va comprendre, on va voir si c'est blanchâtre tout ça. Mais si dès qu'il a un petit doute, surtout quand c'est une fois des petites taches, d'accord, même si c'est tout petit, Manque gris. d'accord, ouais, c'est ça que je vais en parler maintenant.
Donc il faut tout de suite consulter un rabbin. Et ça c'est important d'entendre qu'il y a trop de femmes qui ne posent pas leurs questions rabbiniques, elles décident tout seules. Alors soit c'est à cause de leur mari, parce que leur mari dit moi je rentre pas dans ces problèmes. Moi j'ai entendu beaucoup de maris qui disent moi je rentre pas dans ces trucs là, ça c'est le problème de ma femme. Ça c'est une grande erreur de certains maris qui ne veulent pas entrer là-dedans. C'est un problème à deux. On est mariés, on est ensemble, c'est une période qu'on doit passer ensemble. Et surtout ça, je dis toujours au khatanim que plus le mari vit la chose avec la femme, plus la femme déjà elle se sent bien, parce que c'est vrai qu'elle se sent un petit peu mal. Genre elle punit le mari quand elle est nida. Il ne faut pas qu'elle se sente comme ça. Mais ça c'est au mari de donner cette impression. D'accord? C'est de donner cet argacha que tu ne me punis pas, Baruch Hashem, c'est ce que il a voulu, au contraire. On va parler de ça peut-être dans Ashkafa, devant, on va en parler un petit peu gentiment, mais en tout cas, c'est la première chose qu'il faut, que le mari doit donner comme sentiment à sa femme, qu'au contraire, on est là, c'est quelque chose que le il a mis pour notre bien, c'est d'avoir Kadosh, et pour qu'au contraire, on rafraîchisse notre lien, et que notre lien ne soit pas qu'un lien physique, mais un lien de nefesh, un lien de profond entre nous. Donc la femme, d'abord, premièrement, quand elle voit que le mari, il vit bien cette période, donc elle sent que son mari est attaché à elle et pas juste attaché à son corps. Donc ça c'est la première chose qu'il faut dire au khatan. Il faut bien inculquer ça au khatan. Qu'une femme c'est pas un objet, d'accord? C'est quoi la vraie ahava et tout ça. Et la deuxième chose c'est que la femme aussi, elle a besoin de sentir aussi au niveau émotionnel, au niveau affectif, elle a besoin de sentir que son mari il est avec elle là-dedans, il la comprend, il est avec elle, et il subit pas. C'est pas que je subis. C'est vrai que des fois c'est difficile, tout le monde dit, on n'a pas dit le contraire, même pour elle c'est difficile. Mais au contraire, on va le vivre bien, on va voir le côté positif, et quand elle sera théora, ça sera au contraire un renouveau qui est là. Donc il faut dire aux femmes de poser leurs questions, de ne pas décider toutes seules. C'est bien de se fixer un rave, pas changer chaque fois de rabbini, mais on n'a pas toujours le choix. Des fois les rabbinim ne sont pas là. Bon, après voilà, mais c'est bien de se fixer un rave. Donc, elle va montrer le aide, ou soit si c'est pas un aide, ça peut être un sous-vêtement, comme on en verra, qu'elle rentre dans un truc, il ne faut pas se gêner. Bon, des fois il y a des femmes qui coupent carrément le sous-vêtement, elles ne veulent pas. Après, il faut savoir que des rabbinim d'accord, spécialisés dans le domaine, ils ne sont pas là-dedans, ils rentrent dans la halakha, donc voilà, c'est pas le. Il n'y a pas besoin à chaque fois de racheter des sous-vêtements pour le couple. Voilà, c'est important d'entendre, je répète là-dessus, parce que surtout les questions de couleur, d'accord, c'est très subjectif les couleurs, d'accord, c'est pas, moi je vois que ça c'est rouge, ça peut ne pas être rouge, je vois que ça c'est marron, c'est pas marron. Vous allez voir que c'est rien, le Rav vous pouvez voir que c'est interdit, vous dites, c'est sûr que le Rav va interdire, vous allez être étonné, le Rav vous a permis. Et je comprends pas, ça c'est du dame, non du dame, ça c'est marron, vous avez dit que marron foncé, non c'est pas du marron, t'as cru que c'est du marron, le Rav il sait que c'est du jaune mais qui est condensé, d'accord, pas bon. Mais ça c'est les questions, donc c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas décider, et vous ne pouvez pas décider tant que vous n'êtes pas spécialisé dans le domaine. Voilà. Il y a écrit comme ça un grand cas, donc les femmes elles ne peuvent pas décider toutes seules. Il faut avoir toujours, de manière, il faut toujours avoir le numéro d'un rave dans toutes ces chélotes. Et c'est ce qu'on remarque beaucoup aujourd'hui un petit peu quand Dreyfus il se promène un peu, il voit que beaucoup, donc les gens s'abstiennent de poser les chélotes. Sauf que des fois ils vont te dire parce que c'est difficile ou parce qu'elles se gênent, ou parce que il faut vraiment expliquer ça au khatanim, il n'y a pas à se gêner, il faut avoir un rave, il faut créer un contact avec un rave qui peut être disponible, bien sûr. Il y a des horaires, il y a des machins. Il ne faut pas se gêner, d'accord? C'est des choses qu'il faut poser. Donc même, je vous ai écrit, donc il y a même écrit, pas moi qui ai écrit, mais comment c'est écrit, donc même comment poser la question à un rave, mettre dans une enveloppe, même si on veut mettre anonyme, on peut le mettre anonyme, on met juste le numéro de téléphone, voilà. Mais des fois, s'il y a des femmes qui ont vraiment des problèmes, elles peuvent dire, oui, c'est la dame de la dernière fois qui a demandé, des fois le rave, il a besoin de savoir, parce que si une femme, elle revient avec le même problème 2-3 fois, des fois ça change, parce que ça veut dire que pour toi, si la dernière fois tu as eu ça, ça veut dire que peut-être ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, donc on va t'envoyer une bodyquette. Donc bien sûr qu'il faut des fois préciser, d'accord? Il y a des questions qu'on ne peut pas rester anonyme. Là on parle juste du tissu témoin. C'est un truc banal, tissu témoin, vérifier une dika, c'est rien. Mais quand c'est des chélotes, des fois où une femme elle a besoin d'exprimer vraiment le cas,
Donc il faut dire tout qui elle est pour exactement savoir, voilà, si moi je suis la dame la dernière fois qui vous a appelé pour tel et tel chéla, et maintenant c'est revenu. Donc le Rav, il pourra, selon ça, avoir d'autres informations, puis, et la halakha, elle peut être complètement différente. Alors voilà, on a parlé combien gris, là on a entendu le mot gris. Alors est-ce qu'il y a un lien de gris? Ça c'est la grosse erreur. D'accord? Quand il y a un tissu témoin comme il rentre dans la cavité vaginale à l'intérieur, il n'y a pas de gris, c'est pas gris. C'est comme vous avez étudié dans la halakha, les chod de vestot, une reïa, un écoulement, c'est même une goutte. Donc Maral dit, a fait le petit pas de dame qui est khardal. Tout fin, tout petit, c'est interdit. Donc un tissu témoin avec la petite goutte, c'est interdit. D'ailleurs, les rabbanim, on a des fois, quand il y a des shélotes, je n'ai pas dit qu'on regarde toujours avec des loupes, mais quand il y a des shélotes, on a des loupes pour regarder le tissu, parce que des fois, c'est des shélotes, et on ne voit pas, mais on voit qu'il y a un problème. D'accord? Comme on voit qu'il y a un problème, on ne peut pas faire l'autruche, parce que même une goutte toute petite, c'est interdit. Voilà. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les taches sur les sous-vêtements. Ce que vous avez étudié peut-être dans la halachot, l'ektamim. Alors, l'ektamim, c'est là-dessus qu'on parle de gris. D'accord? Alors, encore une fois, dans l'ektamim, il y a plusieurs sortes d'ektamim. Parce que quand on sait que c'est des raisons comme par exemple les contraceptifs, alors là c'est différent, il n'y a pas le. Là on sait que c'est du dam qui vient d'elle, et donc du coup c'est assourd. Alors il faut voir un rave tout de suite qui va te dire, parce que là c'est pas lié au gris ou pas gris. Quand on sait que ça vient d'elle, mamash, ça peut être même comme une rille. Mais gris, c'est un écoulement qui est sur le sous-vêtement. Voilà, gris c'est quand c'est une certaine. C'est inférieur, c'est 20 mm ou 19 mm de diamètre. C'est ça. Donc j'ai vu dans la halakha que c'était pas obligatoire d'aller voir un rave. Moins que gris. Moins que gris. Voilà. C'est obligatoire d'aller voir un rave. Bon, gris mais plus. sur un sous-vêtement de couleur, même gris, c'est caché. Ah ouais. C'est caché. Voilà, ça c'est la grande discussion là C'est pour ça avec qu'on conseille. les rabbanim. Voilà. Le conseil de mettre des sous-vêtements de couleur, je ne veux pas rentrer là-dedans trop. Mais Parce même que- là, c'est moins que gris, un sous-vêtement blanc. Il n'y a pas chez là. C'est-à-dire, parce que moins que gris, très bien. Moins que gris, sur Ah, un voilà. sous-vêtement blanc. C'est pour ça que je vous dis, le lien d'ektamim, c'est vrai qu'il y a gris et pas gris, mais encore une fois, normalement une femme en bonne santé, il n'y a pas raison d'avoir d'ektamim. D'accord? Il n'y a pas de raison d'avoir d'ektamim. Les ektamim, ils arrivent soit à cause des contraceptifs mal pris, comme mal adaptés, soit à cause de l'allaitement, soit à cause de machins comme ça. Si elle a soumis, c'est qu'il y a des cas. Oui, il y a bien sûr qu'il y a des cas, Il mais... existe les pilules. Oui, ok, voilà, exactement. Mais ces cas-là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que pour ce que là, la elle peut parler, c'est pour des dames qui ont plus de problèmes hormonaux, toutes ces choses-là. D'accord? Mais les cas normaux dans une femme qui a un gris, et après on ne sait pas d'où ça vient, tout ça, c'est plus rare. Pour une femme en bonne santé, c'est très rare. Donc c'est pour ça que quand une femme, elle doit donner, quand elle a un gris comme ça, elle doit expliquer dans quelle situation elle se trouve. Si elle prend des contraceptifs, si elle allait, si elle a pris une telle et telle pilule qui a fait ça. Et là, le Rav, selon ça, il va décider, parce que c'est pas sûr que c'est la même halakha que grise que vous avez appris, qu'on a entendu ici, qui est grise. Mais il y a eu 8 ans la même formation à la Grave Dreyfus, gris 19 mm couleur, c'était. Voilà, il a changé. Razak. Vous avez été il y a 8 ans avec lui? Oui, il y a 9 ans. Razak. Ben, moi aussi j'étais il y a 9 ans aussi, mais il y a des choses qui ont changé depuis. C'est pour ça qu'il n'en parle pas ici. Il m'a dit, mais fourrage qu'au niveau d'ektamim, il a beaucoup changé. C'est pour ça que vous voyez. Je change mes supports de l'époque. Oui, c'est pour ça que je vous ai donné celui-là. Parce que Celui-là, c'est récent. C'est les nouveaux. C'est 2022. Voilà, on est dans du 2022. Et pourquoi Là, vous avez le les- gris de l'époque changerait par rapport à aujourd'hui? Non, parce que la médecine, c'est la réalité des choses. Ça veut dire, quand on se penche sur la réalité, on voit que c'est pas la même chose que ce qu'il y a dans la halakha. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le Shulchan Aruch, c'est un cas précis dans le Shulchan Aruch, c'est des cas précis, mais qui aujourd'hui ne sont pas toujours les mêmes qui sont actuels aujourd'hui. Mais du coup, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on fait plus cas de couleur, pas couleur, gris, pas gris. Voilà, je rentre pas il y a là-dedans. plus rien. Vous avez vu? Voilà. Pas, y a pas. Voilà, donc j'ai marqué juste. J'ai marqué, c'est marqué. Vous allez rentrer dans Argaja et compagnie? Non, Même pas. non. Ah
ouais, c'est beau, ça. Donc dans 10 ans, on fait plus rien. Alors, je vous ai dit que ce qu'on avait pris, ce qu'on a appris au début, ce qu'on a appris, d'abord, premièrement, cette histoire d'Argacha, c'est pas pachout tout ça, d'accord? Après, je suis en train d'utiliser ce tout gars en collègue, mais c'est pas. C'est bon, après, d'accord, c'est vrai que dans la halakha et dans les sfarim de l'ikoutim, ils les ramènent et tout, mais aujourd'hui, les femmes, c'est plus des nervim, comme on dit en hébreu, des nervim, ça veut dire plus du stress que des argachot. D'accord? Donc quand une femme elle te dit j'ai été marguiche, tu dis d'abord est-ce que ça va, tout va bien? Aujourd'hui, les argachot que la Gemara elle parle, elles existent kimat plus chez les femmes. D'accord? C'est pas une argacha qu'elle sent du sang couler sur son entrejambe. C'est pas ça l'argacha que elle parle. Si elle sent l'humidité, c'est pas ça que l'argacha elle parle. L'argacha qu'elle parle, c'est à l'intérieur. C'est Nisdazeo et Varea, c'est l'argacha. C'est pour ça que je vous parle pas de ça. Alors, comme vous connaissez bien, je vous rentre là-dedans, mais ça, vous n'avez pas besoin d'expliquer au Khatani. Mais ça, je vous dis à vous, parce que vous connaissez. Il y a l'argachot que la Torah elle parle à argacha, que la tuile elle trouvera ta déchaîne, que vous allez dire argacha, elle n'a pas vu du dame, elle est interdite et tout. Ayam, c'est l'okayam qui m'a. D'accord? Donc, on évite d'enseigner des choses qui sont en plus. Maintenant, après, j'ai pas dit, si vraiment une femme elle a une argacha, vraiment elle a une argacha, qu'elle appelle le Rav. Qu'elle appelle le Rav. J'ai pas dit qu'il faut tout laisser tomber. Mais je ne l'enseigne pas ici. Alors, regardez, donc par rapport aux tâches de sous-vêtements, donc, il faut voir le Rav. Vous m'avez dit, j'ai trouvé cette tâche. Parce que je prends des contraceptifs, parce que j'ai une fausse couche, parce que j'ai un dragement. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si une femme, elle n'a pas tout ça, alors oui, la halachot, elles peuvent exister, mais je ne les enseigne pas. Parce que, après le Rav, si elle pose la question au Rav, le Rav va lui dire, vous êtes ni contre... Non, je parle de contraceptif. Hein? Non. Alors, vous avez une... Ah d'accord, bon, alors voilà, si c'est gris ou pas gris, là, ça va rentrer voilà, on compte rien de combat. Mais non, mais par exemple, voilà, ça c'est pour les tâches. Il y a aussi la argacha, on n'en parle pas. D'accord? Alors vous avez vu qu'il y a écrit qu'on ne conseille pas aux femmes de mettre des sous-vêtements noirs et trucs. Alors ça, je sais que ça fait beaucoup d'éclat dans les milieux, en France surtout. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est une halakha de Rav Wosner que Rav Dreyfus a ramené il y a quelques temps, il n'y a pas très très longtemps. Pas très longtemps. Voilà, et ça a fait beaucoup de fumée. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on avait appris toujours, on n'a toujours pas appris comme ça et on n'a toujours pas. Donc, moi je vous dis ce qui est écrit. Après, j'ai pas dit que je mets pas ça donc si vous avez l'habitude, vous voyez votre Rav, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que je peux continuer à mettre des sous-vêtements noirs? Des sous-vêtements rouges, sachant qu'il n'y a pas de raison que ma femme elle ait voilà. Mais parce que c'est vrai que voilà, selon Rav Wosner, même sur ces sous-vêtements-là, quand on sent qu'il y a vraiment, c'est abondant, on va pas commencer à faire l'autruche et dire non mais c'est un sous-vêtement noir, il n'y a rien. Rav Wosner il pensait commencer à khatam sans faire tout ça, bon c'est tout un truc où donc il conseille pas. Donc, les sous-vêtements de couleur oui, plus clair oui, donc là on pourra voir les couleurs qui sont là. Mais les vrais sous-vêtements noirs que vous connaissez, ou très, très foncés, comme ça, rouge foncé, tout ça, ils ne conseillent pas. Voilà. Après, voilà, je vous dis encore une fois, je ne l'ai pas appris comme ça moi aussi. Quand j'étais khatam, même dans un refus, il ne disait pas ça au début, mais là, il est revenu en force avec ça. Ça fait quelques années. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, on commence la formation par dire il faut éviter d'interdire au maximum et d'un autre on nous dit maintenant toute tâche, peu importe où elle apparaît ou pas, peu importe sa taille ou pas, ça rend... Non, on dit pas ça. Non, on dit juste que quand il y a des raisons, on peut pas faire l'autruche sur des raisons qu'on connaît, qui font des saignements. C'est quelqu'un qui dit j'ai un saignement, non mais t'as rien vu. Si c'est un vrai kétem qui est écrit dans la halakha, que vous dites un vrai kétem, où là, elle n'a pas pris de contraceptif, il n'y a pas de contraceptif à l'époque, et elle est normale, est-ce que tu veux, là d'accord, là tu rentres dans ce qu'on appelle le cadre de la halakha, avec le gris et le machin. Mais si on a un contraceptif, où on sait pertinemment que le contraceptif fait du sang, tu vas pas me dire non, pas de sang, c'est une blague, ça fait comme si on jouait un peu avec la halakha. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'imagine que vous n'avez pas écrit la tache rouge sur la cuvette. Non, ça c'est autre chose.
Elle n'est pas dessus, elle n'est pas écrite. Oui, il y a après. Les urines, dans les urines. Non, sur la cuvette. La cuvette des toilettes. Les toilettes, je me lève, elle se lève des toilettes. Ah, dans les toilettes, elle est bien blanche, Jacob de la Font, une belle tache. Posez la chienne là. Non, Normalement. la chéla, lui, c'est la halakha, c'était permis. C'est permis. Normalement, c'est permis. Comme ça, il nous a enseigné. Il dit, il y avait écrit en gros, c'est la halakha, on ne comprend pas, c'est permis. Ouais, c'est la première Mishnah de Roketem. Amar Shmuel, El Batka Karkaola Miyashva, Et donc là, s'il n'enseigne pas, c'est parce qu'en fait, il ne veut pas rentrer dans ça ou bien Ouais, il ne veut pas rentrer dans ça. C'est pas dit que c'est interdit. Non. Ça veut dire qu'en fait, nous, on va dire comme ça. Je vais avancer un peu, par exemple. Alors ça, c'est pas pour toutes les calottes qu'il faut dire ça, pour tous les khatanim, c'est ceux qui s'y connaissent un peu, qui sont plus avancés. Donc, il peut avoir soit après un rapport, d'accord, soit ça peut être sur l'homme, ça peut être sur la femme, sur le tissu qu'il y avait en dessous eux. Donc, tout de suite après le rapport, alors ça c'est Nida, d'accord, ça c'est sûr que c'est Nida, tout de suite après, tout de suite après. Donc ils doivent se séparer, poser la shéla au Rav, d'accord, le plus rapidement possible. Normalement, après un rapport, on ne vérifie pas. Il n'y a pas une mitzvah de vérifier après un rapport, surtout pas. Quand on est marqué dans la halakha, ni avant, c'est une femme quand elle est dans sa période normale, il n'y a pas de raison, après un rapport, de vérifier. Ni après. Il y a les 3 premières fois, que vous connaissez, je finis les 3 premières fois après le mariage. Attention, ces 3 premières fois, c'est quand on sait qu'une femme, elle a plus les bétoulim, qu'elle n'a plus lui-même. Mais si, tant qu'on ne sait pas sûr que ça, qu'elle a plus les bétoulim, il faut pas dire au khatan, et attention, dès la 2e fois que ta femme, tu dois faire une dika avant, après pour savoir est-ce que. Non. Il faut dire même après 2 mois, tu peux oublier, jusqu'à au moins 2 mois, pour être sûr que. Il y a des femmes qui accouchent même avec les bétoulim encore. C'est arrivé ça. Il n'y a plus de droit à mettre ma tachmish aujourd'hui. Qui m'a de vélo. Ouais, pas qui m'a de vélo, mais on a gardé ce lien de vérifier. Après, si une femme, elle n'a pas fait les vérifications 3 fois après le mariage, après un certain temps, il n'y a pas besoin de rentrer là-dedans. Mais, Ken, c'est ce que vous dites. Par rapport au sang dans les urines, alors pour les Sfaradim, on est tranquille, pas de problème. Il ne faut pas de différence de la manière où elle était assise, debout, machin. Vous connaissez, vous avez fait la halakha. Les Ashkenazim, ils sont plus mahmerim là-dessus. D'accord, c'est les Ashkenazim, ça il faut poser la shéla à un Rav. D'accord. Donc pour nous, c'est permis dans les urines et même dans la cuvette. Alors normalement, dans la cuvette, c'est bon. Si c'est après les urines, c'est bon. Maintenant, si c'est stam, d'accord, si une femme stam, elle s'est assise, elle a vu du dam. pour les urines, elle n'est pas partie pour s'asseoir. D'accord, non mais si c'est. Alors si c'est dans les urines, normalement juste après les urines, c'est bon. Pas de problème là-dessus. Ça rentre dans ça. Non, ça peut être. Le cas de l'Agmara, c'est pas ça. Le cas de l'Agmara, ça peut être qu'une femme, elle s'est assise, elle s'est levée, elle a vu du dam. Ouais, mais Sachant que. On sait que le dam provient de là-bas. Le sang est pas la même couleur. C'est-à-dire le dam qui sort de l'utérus et le sang normal, c'est pas la même couleur. Il est plus foncé. Ok, mais comment Donc vous si allez. le sang Nous, est on peut pas. différent que sur la cuvette, ça veut dire que c'est peut-être une chéla. C'est difficile de rentrer dans le. Après, quoi, vous voulez dire, est-ce que c'est une infection urinaire? Il faut amener la cuvette au Rav. Ça non, d'accord. On t'amène le Rav à la cuvette. Non, on fait pas ça. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème là-dedans. La cuvette, c'est bon. Non, on n'a pas de problème. Quand vous dites au Rav, le Rav, il. Pas besoin de rentrer dans les trucs. Donc maintenant, les papiers toilettes. Ça, c'est la grande erreur de beaucoup de femmes qui regardent le papier toilette. Oui, c'est instinctif. C'est instinctif, c'est vrai, mais nous, ouais, c'est instinctif. Ok, c'est vrai, mais voilà, il faut pouvoir dire à la femme qu'elle n'est pas obligée de le regarder, d'accord, et c'est mieux de ne pas le regarder. Maintenant, si elle l'a vu, elle ne peut pas faire l'autruche. Hein, combien d'histoires, papier toilette de couleur, ça change rien là, par rapport à... Est-ce que les papiers de couleur, ça change? Ouais. Ça peut changer, oui. Le Rav, ça peut changer, bien sûr. Mais d'après ce qu'on a dit précédemment, ça change rien. Non, Le ça change parce que, surtout qu'aujourd'hui, non, ça peut changer parce que le papier toilette, il y a deux. C'est pas la même chose. Le papier toilette, c'est pas par rapport à ce qu'on a vu. Quand on va aux toilettes, il y a plein d'autres raisons pour avoir du sang sur le papier toilette. Elle peut avoir des hémorroïdes, elle peut avoir une infection urinaire, elle peut avoir plein d'autres choses. Donc ces choses. Donc là, c'est rien à voir. C'est rien à voir avec ce qu'on a vu, les taches de sang. C'est une médecine qu'un papier de toilette, ça met des doutes pour rien. D'accord. Alors que si une femme n'a pas de raison de. Parce qu'un papier de toilette, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça rentre pas à l'intérieur. Donc c'est pas un tissu témoin et c'est pas vraiment un kétem, quand vous allez dire kétem. Donc on est dans le doute.
D'accord, on est dans le doute. Et surtout dans les papiers toilettes, même les bons papiers toilettes, j'ai fait l'expérience, même les Lotus, des fois il y a des petites taches dessus. D'accord, surtout si c'est recyclé. Alors vous êtes sûr que même le papier toilette propre, il n'est pas propre. Donc après vous allez dire, est-ce que c'était avant, c'est maintenant? Regardez qu'il faut, il y a des petites taches de rose dans les papiers toilettes. Petites taches de... J'avais fait une fois avec un... On avait vérifié plusieurs papiers toilettes, on a vu qu'il y a toujours des petits trucs. Et après tu mets des doutes. Il n'y a pas marqué des baguettes. Il n'y a pas marqué baguette sur un baguette. On a marqué sur les sous-vêtements. Oui, non, mais un baguette, genre un t-shirt. Un t-shirt, il est où le t-shirt? Il est là? Je sais pas ce qui se passe, ça tombe sur le baguette. Un t-shirt en haut, dans la rase, il n'y a rien du tout en haut. Comment c'est arrivé en haut? Sauf si elle a fait la pirouette, mais si elle n'a pas fait la pirouette, c'est bon. Dans la halakha, si c'est en bas, à côté de l'endroit où ça peut tomber, si vous avez quoi? Souvent, elle a une. Non, si l'homme il trouve sur un baguette. Parfumé en plus. Après. Sur un baguette à lui. Ouais. Il s'est essuyé par exemple, il a vu. Oui, ça on a vu. Après un rapport, juste après le rapport, oui, il doit poser la chaise. Donc là, on a vu à peu près le tout, voilà. Donc comme il dit Rabbeinu Guigui, il y a plusieurs choses qu'on a. Faut lui embrasser la main après. Il y a plusieurs choses qu'on n'a pas, comme vous avez vu dans la halakha, que c'est c'est le Rav qui a décidé d'occulter, parce que c'est premièrement pour la facilité d'écoute aussi, pour pas compliquer, et lui il a plus d'expérience, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus trop d'actualité et qui sont là juste pour emmagasiner des connaissances. Maintenant, il ne faut pas dire au Khatan que il a tout vu ici. Il y a des shélotes, il peut y avoir des shélotes comme on voit, il peut y avoir des cas de Hargasha, c'est pas dit que ça n'existe pas. Il peut lui dire voilà, mais lui pour l'instant c'est ça, c'est bien. Et il faut lui dire qu'il révise avec son épouse après, qu'il révise, c'est bien de réviser comme ça, de réviser ensemble. Parce que c'est des fois, voilà, la femme elle n'est pas toujours à même de fois de dire ah, peut-être c'est un problème. Là, dire j'ai parlé avec on a révisé avec Laura, voilà, c'est bien, voilà, qui disent qu'avec sa kala après il pourra réviser. Pas quand il est fiancé. Quand il est marié. Quand il sera marié, de refaire Khazara, de faire la chôte ensemble, c'est bien de conseiller ça. Quand même vous, en vrai, à vos khatanim si vous les formez, c'est bien de leur conseiller de réviser. Comme ça, Tachem, la prochaine fois, alors on fait la semaine prochaine. Mercredi, c'est bon? Voilà, mercredi j'ai un doute, je vous dis entre mardi ou mercredi, c'est la même chose pour vous, m'avez dit? Non. Non, pourquoi? Parce qu'on est avec Ali le mardi soir. Ah, mais il me l'a dit, cette semaine dernière je l'ai vu, il m'a dit, ah tiens, toi tu m'as... mais lui, il peut bouger lui le mercredi? À vérifier. À vérifier. Ou sinon on se retrouve